Bonjour et bienvenue sur Des clés pour animer. Je vous présente aujourd'hui quelqu'un qui a pris beaucoup de place dans ma vie professionnelle, une place importante. C'est David qui a été mon tuteur en formation à 2 reprises, dans 2 époques de vie bien différentes et dans 2 stages différents, et qui m'a apporté beaucoup. J'avais vraiment envie d'avoir un temps pour échanger avec lui et vous partager un outil en tout cas très important qui, je pense, pourra vous aider. Alors, du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? David, donc en effet, j'ai été 2 fois tuteur de Yolène, d'abord en PPGEPS et en BEGEPS. Ça a toujours été un plaisir, vraiment, parce que tu étais pleine de questions et du coup ça m'a aussi fait beaucoup évoluer. Je me présente, donc je travaille actuellement en fait dans une résidence qui s'appelle la résidence Arceau, qui accueille des personnes en situation de handicap qui ont une lésion cérébrale. Et en effet, avant j'ai travaillé plutôt en foyer de jeunes travailleurs et en milieu hospitalier. Plutôt dans le domaine médico-social, en fait, une grande partie de ma vie. D'accord, donc toi, tu connais un peu le fait de te retrouver un peu isolé dans ton poste. Tu as travaillé dans de multiples équipes où on ne travaillait pas en équipe d'animateurs, on travaillait en équipe pluridisciplinaire. Est-ce que tu as éprouvé des besoins autour de ça, de créer des choses ou... Très clairement, enfin, du coup, quand tu dis isolé, je l'ai perçu isolé, mais le but c'est justement de ne pas l'être. Donc Ouais. je trouve qu'une grande partie de mon travail, auquel je ne m'étais pas forcément préparé au départ, sur le fait de travailler animateur dans le médico-social, on est en effet, déjà c'est une chance des fois quand il y a un animateur, et donc on peut être quasiment sûr qu'il n'y aura pas 10 animateurs, donc il faut se préparer à ça. Et l'idée c'est justement de comment travailler avec les autres, pour pas travailler seul et pas s'user et du coup répondre aux attentes et besoins des résidents, on va dire. Donc voilà, l'idée c'est que j'ai développé pas mal d'outils et puis en tout cas je me suis beaucoup questionné sur ces questions-là, pour comment faire pour travailler en équipe. Grossièrement, je trouve que c'est déjà très important en fait de bien connaître son poste et de pouvoir l'expliquer pour permettre aux gens de rentrer dans notre monde et puis de connaître quelle est notre posture. Ouais. Et puis c'est aussi très important de connaître le monde des autres et pour aussi pouvoir s'adapter, adapter son langage, adapter sa manière de les interpeller, connaître leur vision du monde aussi par rapport à l'accompagnement qu'ils font des résidents. Ouais. Donc c'est des questions que je me pose tous les jours en fait. Pour justement bien travailler en équipe. Ouais. Voilà. Après, il y a des choses qui sont, je trouve, très importantes dans le monde de l'animation qui ne sont pas forcément dans d'autres mondes. Tout Qu'est-ce projet qui manque, par exemple? Donc, en tout cas, sur la question de la vie sociale, je trouve qu'on fait souvent les choses sans toujours donner du sens. Donc, on apprend forcément en école d'animation à poser un objectif, à sensibiliser, à animer, donc ça c'est bien retenu, et aussi à évaluer. Ouais. Et que très souvent, quand on parle d'animation dans le médico-social, on ne prend pas toujours le temps de poser un objectif et on ne prend pas toujours le temps d'évaluer. Et donc ça, c'est des choses que je souhaite absolument défendre, que j'ai essayé de défendre au départ, et puis je sentais bien que mon langage n'était pas le même que mes collègues et que ça ne prenait pas toujours. Donc l'idée étant de justement s'intéresser au monde de mes collègues pour savoir quels pouvaient être les outils qui pouvaient être adaptés pour que je parle d'objectifs ou que je parle d'évaluation et que ça matche en fait, enfin que ça se soit compris. Donc voilà, donc aujourd'hui j'aimerais bien te parler d'un outil d'évaluation que j'ai pas mis en place. Du coup, je crois que ça vient plutôt des méthodes agiles, en fait, ou en tout cas des choses que j'ai lues, et puis que j'ai essayé d'adapter à mon travail, pour évaluer de manière simple, efficace et concise, sans que du coup on ait justement l'impression de faire de l'évaluation. Et qu'en fait, au final, on a évalué sans s'en rendre compte. Donc, Alors ça, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne parce que c'est souvent des questions qui me reviennent. Donc là, vous allez avoir un outil clair, simple, que tout le monde peut utiliser et où vous êtes sûr vraiment que les gens en face vont comprendre et vont se l'approprier finalement. Clairement. Ouais. Donc cet outil-là, il y en a plein des outils. J'ai beaucoup travaillé autour de la cible, autour de choses comme ça, mais il y a une règle qui existe dans le domaine de la santé. En fait, on utilise beaucoup en fait, pour capter la douleur, en fait, une règle pour pouvoir demander au patient en fait, à quelle mesure il a mal. Et du coup, j'ai essayé de m'approprier cet outil-là en fait, pour parler de projet. Et donc le principe est simple. En fait, on a une règle qu'on affiche sur un tableau qui va de 0 à 10.
L'idée étant de reposer l'objectif, donc de bien montrer qu'on a, alors c'est peut-être l'objet d'une autre vidéo, de poser, comment poser un objectif en fait en équipe pluridisciplinaire. Et donc on repart de l'objectif. Est-ce que tu peux donner un exemple concret comme ça, tout de suite ça parle, par exemple comme tu disais tout à l'heure, tout de suite j'ai compris en fait où on pouvait aller avec des objectifs très simples. Ok, alors cet outil-là, il peut très bien servir sur des gros projets, comme sur des projets qui sont pas sans intérêt, mais qui sont plus petits en tout cas, et qui quelquefois on ne prend pas le temps d'évaluer parce que justement on a le sentiment que c'est des plus petits projets. Un exemple, par exemple, on prend le temps d'accueillir des bénévoles sur la résidence, et du coup, au jour d'aujourd'hui, on ne le fait pas forcément de belle manière. Enfin, voilà, il y a des choses à travailler. Et donc voilà, la semaine dernière, j'ai posé à mes collègues, en fait, voilà, nous accueillons des bénévoles aujourd'hui depuis 6 mois. Comment accueillons-nous nos bénévoles par rapport aux objectifs qu'on a posés? Et donc, j'ai demandé à chaque pro de me donner une note de 0 à 10. Et donc, la moyenne était plutôt de 4 sur 10. Alors, comme quoi, c'est un projet qu'il faut faire évoluer. Sachant que le 10, c'est vraiment c'est top. Voilà. C'est ça, le 10, c'est top. Sachant que cette règle-là ne vise pas du tout à tomber dans l'excellence et de viser le 10. J'ai souvent ces remarques-là, en fait, sur ce projet-là. Donc, l'idée, c'est bien de rassurer par rapport à ça. Et de dire, on vise à se rapprocher du 10, évidemment. Et que, évidemment, si c'est 4, c'est qu'il y a des choses à travailler ou c'est un projet qu'il faut abandonner ou mettre en jachère. Et donc voilà, nous étions sur 4. Ok. Ma première question, donc déjà j'avais, moi animateur du projet, en fait, quelques indications en fait sur le fait que l'équipe venait de me dire que c'est un projet qui fonctionne pas super bien. Donc j'ai déjà posé une question en fait, est-ce qu'il faut que ce soit un projet qu'on continue? Donc évidemment c'est un projet qu'il fallait continuer. Et donc ma première question, qui est très importante, c'est de poser qu'est-ce qui a fait que vous avez mis 4 et pas 0? Le principe étant de savoir, il y a quand même des éléments positifs dans le fait d'être à 4 et pas à 0. Donc, et vous remarquerez en fait que quand on pose la question, les gens se sont déjà un peu avancés vers vous en fait et se sont positionnés en donnant une note. Donc c'est d'autant plus facile en fait alors que dans un tour de table on l'aurait pas forcément cette note ou ces remarques. C'est d'autant plus facile en fait de les interroger. Ils se sont positionnés sur une note, donc c'est facile de les interroger et de dire pourquoi n'as-tu pas mis 0? Et donc, vous remarquerez en fait quand vous utilisez cet outil-là que vous êtes juste, vous pouvez même déléguer quelqu'un qui écrit au tableau pour bien gérer ce temps d'évaluation. Ça peut être important. Et puis, vous remarquerez que ça vient tout seul en fait. C'est des toutes petites phrases en fait en disant on les a pas bien accueillis donc là c'est du positif pardon. Vous remarquerez que c'est voilà, on a eu 4 bénévoles, du coup on avait prévu d'en avoir 8, donc on n'a pas atteint notre objectif, mais du coup on a quand même 4 bénévoles et pas 0. Que du coup les bénévoles sont plutôt sympas, gentils, en fait ils vont pouvoir dire des choses comme ça, toutes simples en fait, mais qui font que ça n'atteint pas l'objectif. On aurait voulu des bénévoles qui ont compris le sens du projet peut-être. En tout cas toutes les choses positives vont venir. L'intérêt de l'animateur de cette séquence c'est de bien rester dans ce qui est positif, parce que rapidement les choses négatives vont arriver, mais du coup c'est de recentrer et de dire je vous ai demandé qu'est-ce qui a fait qu'on est à 4 et pas à 0. Je pense qu'en 2-3 minutes, il y a énormément d'éléments qui arrivent. Et puis ensuite, donc la deuxième phase, c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez mis 4 et pas 6? On ne parle pas de 4 et pas 10. L'idée, c'est pas de viser l'excellence et en tout cas de se surcharger d'un projet et de faire peur. Exactement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez mis 4 et pas 6? Et du coup, là, vous verrez aussi que c'est vraiment... l'équipe prend la mesure du fait qu'on veut avancer d'un pas et pas de 10 pas et rapidement en fait ils auront ciblé ce qui est riche du coup là on voit toute la richesse de bosser en équipe pluridisciplinaire. Certains vont s'avancer par rapport à le regard en fait et du coup à leur monde d'AMP ou d'éducateurs ou de personnes qui bossent dans le soin en fait ou d'ASH et donc du coup vous avez des regards complètement différents sur une même question et du coup c'est ce qui fait que ça donne des possibilités d'évolution. Après du coup reste à se donner un temps de se dire voilà, on se fixe peut-être 1 an ou 6 mois pour avancer de 4 à 6. On va pouvoir continuer à avancer mais c'est des choses en effet qu'on va pouvoir garder pour soi et ressortir en fait à la prochaine évaluation. Et puis en espérant qu'on arrive à 6 et qu'on puisse poser la question. Pour réouvrir un nouveau champ des possibles un peu plus loin encore, quoi. Exactement. Pour aller vers 8 finalement. Voilà. Donc ce qui est chouette, c'est que c'est aussi un outil qu'on peut utiliser
assez facilement avec aussi les usagers, Ouais. quelle que soit leur fragilité ou leurs compétences. Mhm. Il faut sûrement adapter en fait la règle plutôt que ce soit avec des chiffres, avec des codes couleurs en fait qui vont du rouge foncé au vert foncé. Du Ouais. coup, en Ah passant ouais. par le orange et que ça s'atténue, c'est quelque chose qui fonctionne. Euh, Pourquoi pas mettre des smileys, en fait, on met tout ça aussi, mais voilà, ou Mm. réduire la règle en fait qui va pas de 0 à 10 mais de 0 à 4. Ouais, ça dépend vraiment des capacités des personnes que vous avez. Si vous avez des personnes qui vont être par exemple très désorientées, réduisez le champ, les couleurs, ce sera sans doute plus parlant. Pour évaluer une activité ou un temps passé ensemble, ce sera peut-être plus évident. Voilà. Avec une équipe, les chiffres, ça fonctionne bien. Ouais. Peut-être quand on réduit aussi les smileys, en fait, moi j'ai toujours pour principe d'utiliser 4 smileys. En fait, je travaille auprès d'un public qui a une cérébrolésion et du coup qui quelquefois peut avoir du mal à faire des choix. Et donc, si vous en proposez 5, dans 90% des cas, ils vont plutôt poser la barre au milieu et du coup, ça ne vous donne pas trop d'indicateurs. Alors que si on est plutôt sur 2 ou 3, en fait, on a déjà un indicateur. Ouais. C'est plutôt bien ou plutôt pas bien. C'est ça. Ouais, voilà. Plutôt. Ok. Et du coup, est-ce que dans cette méthode, pour l'instant, quels avantages et quels inconvénients tu en ressors? Est-ce qu'il y a des inconvénients qui te sont apparus pour l'instant ou pas encore? J'ai pas vraiment d'inconvénients, Ouais. très franchement. Les gros avantages, c'est que ça permet des évaluations vraiment rapides. On peut se donner un timing, hein, du coup ça demande. Ouais. La première fois, c'est vrai qu'on peut ne pas réussir à la faire en 5-10 minutes, on va plutôt mettre 20 minutes parce qu'on Ouais. n'aura pas posé les bonnes questions, on n'aura pas timé. Ouais. Mais en ayant l'habitude en fait de faire cet exercice-là, franchement, ça peut être une évaluation qui est faite en 5-10 minutes. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut aussi après s'autoriser à évaluer régulièrement plusieurs projets. Ça veut dire aussi que quand vous commencez cet exercice-là, l'équipe qui a l'habitude d'évaluer avec vous va pas déjà se dire oh là là, on en a pour 20 minutes. Exactement. Et donc ça, l'idée, c'est voilà, c'est vraiment un outil qui est, avec un peu de formation et un peu d'habitude, en fait, qui est clairement un outil rapide, concis. Et c'est aussi un outil en fait où on se met on s'engage en fait en donnant une note et on se met à parler et je crois que vraiment, je crois qu'à chaque fois, j'ai remarqué que les gens avaient évalué sans s'en rendre compte en fait. Oui. Et donc voilà. Et ce qui permet aussi, on a posé un objectif, on a évalué, et ce qui permet aussi de se projeter, parce qu'on a donné déjà des éléments en fait d'évolution. Ouais. Et à travers ces éléments d'évolution, il y a aussi des projections qui se font en fait, soit sur ce projet-là, soit sur d'autres projets. Et donc, en fait, en 10 minutes, j'ai tout ce que je voulais en fait, qui pourrait durer 2 heures en réunion en fait. Donc, et ça permet aussi vraiment que ce soit les gens eux-mêmes qui cherchent les solutions finalement oui. aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et ça, c'est peut-être aussi un peu ce qui peut être difficile dans les évaluations qu'on peut proposer d'habitude parce que les gens vont peut-être se sentir pointés du doigt, ils vont pas oser en fait dire ce qui pourrait avancer parce qu'ils vont trouver ça trop petit ou que ça aurait pas assez d'impact pour aller vers l'excellence, comme tu disais. Ouais. Et le fait que ce soit simple, rapide et qu'ils n'aient pas l'impression d'évaluer, ça c'est une grosse plus-value de cet outil. On lance un temps d'échange où les gens sont sécurisés parce que c'est quand même cadré. Il y a quand même 3 questions qui existent en fait. Et 3 questions, j'ai du coup sur les 4 évidemment. Il y a d'autres choses. Après on peut évoluer sur plein de choses, mais il y a 3 questions qui existent. Voilà, on pose l'objectif, on pose la première question, pourquoi 4 et pas 0 ou 6 et pas 0 et pourquoi du coup 6 et pourquoi pas 8. Et puis ça crée un cadre justement qui est rassurant où l'échange devient simple en fait. Donc on est dans un temps d'échange mais qui est quand même sécurisé et construit et ça fait moins peur qu'un temps d'évaluation qui est imposé et où du coup en effet comme tu dis on a des fois le sentiment d'avoir l'obligation de dire des choses très intelligentes alors que du coup toute remarque est importante à prendre pour la suite du projet. Et du coup, toute personne, même parfois, on peut ressentir dans des équipes, si on est dans l'échelle un peu des métiers, parce que parfois, quand on est en EHPAD notamment, ça peut parler, la SH ne va pas oser dire quelque chose parce qu'elle ne va pas se sentir à sa place, elle dit « moi je ne suis pas soignante, donc je ne vais pas oser parler », alors que finalement, son regard est tout aussi important que celui de l'animateur, du directeur ou de qui que ce soit, ou de n'importe quel soignant. Donc là, ça permet vraiment à tout le monde de se positionner en étant à l'aise sans peine, quoi. Ouais. Et pour ça, c'est vrai que c'est important aussi de déléguer, en effet, on le disait un peu dans la vidéo, si on peut déléguer quelqu'un à la prise de notes, si on peut déléguer quelqu'un même au temps, en fait, on peut aussi s'imposer une question de temps, un maître du temps. En fait, vu qu'il y a 3 questions, en fait, on peut se donner 2 minutes par question. Et du coup, pour que la personne qui anime ce temps-là, en fait, puisse en effet s'assurer que tout le monde ait la parole et que tout le monde soit positionné. Et du coup, de rappeler ça, en fait, que tous les regards sont importants. Ouais.
Super. Eh Bon, ben, eh ben, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en bas de cet écran et à nous dire si éventuellement vous avez des remarques en commentaire. On se fera un plaisir ouais. de vous répondre. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo et si vous la trouvez intéressante, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis, je vous dis à très très bientôt en vidéo et j'espère en faire très bientôt d'autres avec David. Voilà. Bye Au bye. revoir.